Bonjour. Nous accueillons ce midi Madame Charlotte Musig, directrice de l'antenne mahoraise du Bureau de recherche géologique et minière à Mayotte. Madame Maude Devez, maître de conférence à l'Université Paris-Cité et à l'Institut de physique du Globe de Paris, ainsi que Madame Louise Levaguerès, doctorante à l'Institut de physique du Globe de Paris. Vous nous présentez aujourd'hui une conférence qui s'intitule « Connaissances actuelles de l'activité sismo-volcanique au large de Mayotte et adaptation pédagogique ». L'objectif de cette intervention est de nous présenter les connaissances acquises par les scientifiques depuis 2018 sur l'activité sismique et volcanique au large de Mayotte et d'envisager comment ces connaissances peuvent être transmises. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Nous consacrons la dernière partie de l'intervention aux questions du public. Je vous laisse à présent la parole. Merci. On va peut-être un tout petit peu poursuivre les présentations avant de commencer, puisque comme cela a été présenté, on a vraiment deux temps très différents. Un premier temps sur les connaissances scientifiques et un deuxième temps plutôt sur le volet pédagogique. Donc, moi, Charlotte Musig, je suis effectivement directrice du BRGM, donc Bureau de recherche géologique et minière à Mayotte, et également co-responsable du REVOSIMA, donc du réseau de surveillance sismologique et volcanologique de Mayotte. Et donc moi, je vais vous présenter la première partie sur les connaissances scientifiques, comment on en est arrivé à l'état des connaissances que l'on a aujourd'hui. Merci Charlotte, merci beaucoup pour l'introduction. Louise et moi, on est des scientifiques des sciences humaines et sociales et on travaille sur tout ce qui est gestion des risques, perception, représentation des risques également. Et donc ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt ouvrir une discussion avec vous sur comment est-ce que ces connaissances scientifiques qui sont produites par les chercheurs des sciences dites dures, donc les géosciences, peuvent ensuite être appropriées du mieux possible à Mayotte. Et donc ça a davantage une visée d'ouvrir la discussion que de donner des réponses, même si on va profiter de cette partie de l'intervention pour vous montrer ce qui est fait ailleurs, dans d'autres territoires, dans le monde, pour peut-être nous donner des idées pour entamer la discussion ensemble. Et Louise réalise en particulier son doctorat sur ces questions-là. Et avec Louise, on intervient aussi dans des lycées et dans des collèges pour essayer de transmettre un petit peu ce que c'est que cette démarche scientifique, ses limites aussi, et tous ces questionnements sur comment transmettre cette information du mieux possible à la population habitant Mayotte. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, qui était là en 2018 ? Une personne, deux, ou tout le monde, trois. Bon, alors je pense qu'il y en a un petit peu plus et il y en a qui font les timides. Donc on va revenir de toute façon sur ce qui s'est passé et reprendre chronologiquement les événements pour aussi comprendre la dynamique scientifique qui s'est petit à petit mise en place. Alors, effectivement, donc en mai 2018, on a eu ce qu'on appelle donc, le début de la crise sismique. On a eu de nombreux séismes. Un premier, un deuxième, et puis ça ne s'est plus arrêté. Ce qu'on a appelé des essaims de séisme, comme un essaim d'abeilles, donc une succession de séismes, qui est finalement un phénomène un peu original, puisqu'on a peut-être dans notre esprit plutôt la notion qu'il y a un premier séisme, et puis des fois une réplique, mais pas des séismes à répétition comme on l'a eu à Mayotte. Et donc on a dénombré 1330 séismes en mai 2018, ce qui est quand même énorme, d'une magnitude supérieure à 3,5. Donc c'est des petits séismes, à savoir quand même qu'au-dessus de 4, compte tenu de leur localisation, ce sont des séismes que l'on commence à ressentir. Vu là où ils sont localisés à Mayotte, autour d'un séisme de magnitude 4, on commence à les ressentir et donc on en a ressenti un certain nombre. Donc là la carte, attendez, hop. La carte, ça représente uniquement les séismes supérieurs à 3,5 qui ont eu lieu pendant cette première période, donc sur la première, les premiers 6-7 mois entre mai 2018 et la fin de l'année 2019.
Donc on voit qu'il y en a quand même eu un certain nombre. Et on voit aussi qu'on a eu quand même une activité très intense au début de la crise, pendant les tout premiers mois, et puis rapidement une décroissance de cette activité sismique pour arriver jusque 2020 avec vraiment un nombre de séismes beaucoup plus modeste. Ici, on a bien uniquement sur cette courbe les séismes de magnitude supérieure à 3,5. Hein, parce que j'en parlerai après, on a toujours des séismes, la zone est toujours très active, on a une dizaine de séismes par jour, encore aujourd'hui, qu'on ne ressent pas. Donc là, c'est uniquement les séismes supérieurs à 3,5. Et puis on a eu aussi ce séisme de magnitude 5,9, qui est le plus gros séisme mesuré dans la région et qui a alerté quand même la population parce que c'était un séisme d'ampleur et compte tenu qu'on était en pleine période d'activité et d'essai, a généré quand même beaucoup d'inquiétudes pour savoir par rapport à ce qui pourrait suivre suite à ce séisme de cette magnitude-là. Ensuite, ce qui a été repéré assez rapidement, donc en juillet 2018 à 2020, ça a commencé en juillet, on s'est rendu compte que l'île de Mayotte se déplaçait. Donc on avait toujours tous ces séismes et en plus, avec des antennes GPS comme sur cette photo, disponibles à l'époque, hein, il n'y en avait que 3 de l'IGN, on a identifié que l'île de Mayotte se déplaçait vers l'est et s'enfonçait. Ce qui était un phénomène quand même assez atypique. L'île de Mayotte s'est enfoncée très rapidement, des centaines de fois plus rapidement que la subsidence naturelle de l'île. C'est un phénomène naturel et classique que les îles d'origine volcanique s'enfoncent tout doucement, mais ça se fait à une échelle vraiment très infime. Et là, la première année, on s'est enfoncé de 10 cm et jusque fin 2020, on est arrivé à une vingtaine de centimètres, même si l'île ne s'est pas enfoncée de manière uniforme à tous les endroits. Et donc, c'est cet enseignement, cette mesure qui a commencé dans la tête des scientifiques à faire germer l'hypothèse d'une source volcanique. Donc ça, c'était les premiers éléments qui ont commencé à faire passer à cette hypothèse. Pourquoi ? Donc là, schématiquement, on a Mayotte, donc, qui est une île volcanique qui prend pied à 3500 mètres de profondeur, et donc on a un énorme socle comme ça qui émerge jusqu'à la surface, et donc Mayotte, l'île que l'on connaît, est ici. Ici donc on a le niveau de la mer, et puis ici le fond de l'océan. C'est très schématique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tout d'abord, l'hypothèse d'un réservoir magmatique avec de la roche en fusion, des gaz, et puis des premiers tremblements de terre qui ont eu lieu au droit de cette zone-là. Donc plutôt en profondeur, on est autour d'une trentaine de kilomètres de profondeur, et donc les premiers tremblements de terre ont eu lieu à cet endroit-là. Il y a eu aussi des dégazages que l'on connaît et qui sont un peu historiques sur Mayotte, et aussi au fond de l'océan, même si ceux-là, on ne pouvait pas les repérer de là où on était. Et puis finalement, cette chambre magmatique qui se trouve ici, qui était en train de se déstabiliser, et donc générer un certain nombre de tremblements de terre, a commencé à se vidanger, et le magma a suivi un chemin préférentiel qui n'est pas remonté tout droit à la surface, mais pour des raisons certainement de faiblesse ou de chemin préférentiel, a commencé à prendre un chemin de ce côté-là. Et donc, on a eu, en se vidant, cette chambre magmatique a entraîné, par réciprocité, la déformation du fond de l'océan. Et Mayotte étant posée sur ce fond de l'océan, d'une certaine façon, c'est également enfoncé, a suivi le mouvement. Et donc là, on a commencé aussi à avoir des tremblements de terre qui se sont un petit peu déplacés dans une autre zone, qui se situe plutôt plus à l'est de la première zone. Et finalement, cette chambre magmatique a fini de se vidanger et a permis l'émergence d'un petit volcan sous-marin, Fani Maorai, que l'on a appelé par la suite,
sur le fond de l'océan. Et donc ce qu'on constate aussi, bien que cette éruption a été d'ampleur, j'en reparlerai un peu après, on reste quand même sur un tout petit volcan comparé au volcan historique qu'est Mayotte. Je vérifie que j'oublie rien. Ah voilà, si. Ici aussi, on a commencé à avoir des tremblements de terre assez spéciaux qui ne correspondent pas aux tremblements de terre que l'on avait l'habitude d'enregistrer jusque-là. C'est des tremblements de terre qu'on appelle VLP, pour Very Long Period, qui sont les témoins de résonance de fluides magmatiques dans des conduites. Et donc ça a été aussi, c'est des séismes qui ont été enregistrés un peu partout dans le monde, et ça a été le deuxième facteur qui a plaidé en faveur d'une origine volcanique. Donc, une fois qu'on avait ces deux hypothèses, donc ces séismes spéciaux et la subsidence, on s'orientait quand même vers quelque chose qui avait une origine volcanique, magmatique. Sauf que on est sous l'eau, donc on ne peut pas aller observer ce qui se passe facilement. Ce nouveau volcan, dans l'hypothèse où il se crée, il est à 3500 mètres de profondeur. On ne peut pas envoyer des plongeurs, on ne peut pas aller voir, c'est pas simple. Et donc on est obligé de passer par des bateaux scientifiques équipés d'instruments divers et variés pour aller voir ce qu'il s'y passe. Et donc, il a fallu attendre mai 2019 pour avoir la première campagne océanographique, pour pouvoir disposer d'une période de disponibilité de ce navire, le Marion Dufresne, pour aller investiguer ce qui se passait dans les profondeurs. Et donc, mai 2019, le bateau est sur site. Et donc, à l'aide de sondeurs acoustiques, donc là on envoie des ondes dans la colonne d'eau pour avoir des informations de manière dérivée de ce qui se passe au fond. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette première image du nouveau volcan. Et donc effectivement, on constate qu'on a une nouvelle forme, qu'on a un panache gazeux qui s'est levé à l'époque à 2800 mètres de 2,8 km. Donc il n'atteignait pas la surface mais qui était très haut. Un nouveau volcan de 820 mètres, ce qui fait une fois et demie le mont Chungui, donc quelque chose de conséquent, et d'un diamètre de 5 km. Et donc ça a permis en effet de valider l'hypothèse de l'origine magmato-volcanique de la sismicité. Et donc c'est pour cela qu'à présent on parle de crise sismo-volcanique et pas que de crise sismique, puisqu'on a une origine volcanique. On a aussi d'autres images qui sont arrivées, donc là c'est des images bathymétriques, donc pareil, à l'aide de ces mêmes sondeurs acoustiques, on peut cartographier le fond sous-marin. Faire une carte des hauteurs que l'on a sous l'eau et de la topographie qu'il existe sous l'eau. Et donc on bénéficiait en 2014 de cette carte-là, du CHUM, alors qui était de moins bonne qualité que celle qui a été faite en 2021, c'est pour ça qu'on a un grain qui est beaucoup moins fin. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a cette structure-là qui était existante sous l'eau et qu'à cet endroit-là, il n'y avait rien. Alors quand c'est bleu, on est profond, quand c'est rouge, on est un peu moins profond. Et donc en 2021, quand le bateau est passé, ils ont vu apparaître une nouvelle structure qui venait de se créer à cet endroit-là. Donc c'est le nouveau volcan. On est quand même sur ce volcan, il reste très petit par rapport à Mayotte, mais sur une des plus grosses éruptions volcaniques observées. Observées, je dis bien, parce qu'elle se passe sous l'eau, qu'on a une activité volcanique sous-marine qui est forcément très intense sur Terre, mais on n'est jamais là pour l'observer, ou rarement, parce qu'on ne le voit pas à la surface. Et donc cette éruption est la plus grosse observée depuis le Laki en Islande, qui était en 1783, qui était déjà une éruption d'ampleur.
Et donc on a eu des flux de lave, donc ça va peut-être pas vous parler, mais je vais quand même vous donner le chiffre. On était pendant la première année, donc pendant 1 an, ce qui est quand même une durée considérable, à 180 mètres cubes seconde. Donc il y a 180 mètres cubes toutes les secondes de lave qui sortaient de cet endroit-là. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ce que ça peut donner, mais c'est des volumes considérables que l'on ne retrouve guère peu dans les volcans dans le monde. On est aussi sur, j'avance un peu dans le temps, mais sur une évolution, sur une éruption exceptionnelle par la quantité des volumes ennemis et la durée qu'a duré cette éruption, puisque pendant 2 ans et demi, il y a quand même eu des coulées de lave qui se sont épandues sur le fond sous-marin à cet endroit-là. Et puis une source de magma aussi assez atypique qui vient de zones très profondes, entre 35 et 40 km de profondeur. Lors de cette campagne également, alors je vais aussi parler de ce qu'on voit sur le côté depuis tout à l'heure. On a Mayotte, on a Petite Terre, donc Grande Terre, Petite Terre, et puis on a une chaîne de volcans sous-marins. Et Fanny Maoré arrive au bout de cette chaîne de volcans. Mais on en a d'autres qui sont historiques, qui étaient là avant. Et puis on a une zone ici, que l'on appelle le fer à cheval, parce qu'elle a un peu une forme de fer à cheval, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Et cette zone-là a aussi été investiguée en mai 2019, lors de la campagne avec le Marion Dufresne. Et donc il n'y a pas eu de coulée de lave à cet endroit-là, cette structure était préexistante, et d'ailleurs cette structure a des témoins d'éruptions volcaniques successives, de différents types, qui ont eu lieu par le passé. Mais ce qu'on a remarqué à cet endroit-là, c'est qu'il y avait des émissions de gaz, des panaches gazeux qui sortaient du fond sous-marin vers la colonne d'eau. En mai 2019, il y avait 2 sites actifs. Donc ils ont nommé par des lettres, il y avait des sites, des sites A0 et B0. Et petit à petit, au gré des différentes campagnes, à chaque fois, on est revenu voir cette zone. Et aujourd'hui, la dernière campagne date de juillet 2022, il y avait 22 sites actifs. Donc on a une zone aujourd'hui qui est en activité. On n'a pas de coulée de lave, mais on a beaucoup de dégagement de gaz. Et on est, dans cette zone-là, on est à l'aplomb d'une zone très active sismiquement. J'en reparlerai un petit peu. Et donc ces panaches, ils ont une hauteur environ de 1000 mètres de haut, sachant qu'ici on est plutôt à une profondeur de 1500 mètres. Hein, donc ici on est à 3500 mètres de profondeur, ici à 1500 mètres. Donc là non plus on n'a pas ces panaches qui atteignent la surface, mais qui sont à 500 mètres en dessous. Pour résumer un petit peu ce que j'ai dit jusque-là, donc on a une petite frise avec les premiers séismes, les premiers essais de séisme, puis le plus gros séisme de 5,9, le déplacement de Mayotte, le signal sismique dont je parlais, tout ça qui plaidait en faveur d'une origine volcanique. On a eu aussi, peut-être que certains s'en rappellent, un épisode de poisson mort qui a fait parler beaucoup dans les médias. Et enfin, donc, en mai 2019, la campagne dont j'ai parlé. Et puis, suite à ça, confirmation donc, de l'origine volcanique, il y avait vraiment un sujet, la création du REVOSIMA, donc du réseau volcanologique et sismologique de Mayotte, composé initialement donc, de plusieurs partenaires clés, donc l'IPGP, le BRGM, l'IFREMER et le CNRS. Et donc là, il s'agissait vraiment de mettre en place un réseau, à défaut d'avoir un observatoire, puisque sur les autres îles d'outre-mer, par exemple, où il y a des volcans actifs à terre, on a des observatoires sismologiques. Ils sont en place depuis longtemps, ces volcans, on les connaît, on sait qu'ils sont actifs et il y a besoin de les surveiller parce qu'on a des populations qui vivent sur ces îles-là. À Mayotte, jusque-là, bien que l'île soit d'origine volcanique, on n'avait pas eu ce besoin-là qui avait émergé jusque-là. Et donc on ne disposait pas d'une telle structure pour prendre en charge la connaissance et la surveillance de cette activité. Donc la communauté scientifique s'est organisée en réseau pour bénéficier des compétences de divers organismes, d'autant que là on parle d'un volcan sous-marin, donc ce qui complexifie quand même largement la problématique de surveillance, pour poursuivre les études, pour essayer de comprendre ce qui se passe et continuer à surveiller.
Et donc depuis, si je zoome et que j'arrive à aujourd'hui, on a eu quand même 27 campagnes qui ont eu lieu en mer depuis donc, la première, et puis aussi des campagnes à terre qui ont permis d'améliorer la connaissance. Et donc on va voir notamment ce que ça a permis, la création de ce réseau et la prise de conscience de ce qui se passait à Mayotte en termes de réseau de surveillance. Donc ça, c'était le réseau de surveillance qu'on avait avant mai 2018. Donc là, on a Mayotte, on avait une station sismique qui était au BRGM, ici, et puis on avait 4 stations IGN qui permettaient d'avoir la position de Mayotte, position GPS. Alors ça, quand on n'a qu'une station sismique, quand il y a des séismes qui ont lieu, on n'arrive pas, on ne les détectait pas automatiquement. Il a fallu ensuite aller chercher des données sur les stations sismiques internationales pour pouvoir les détecter. On avait aussi un petit réseau de 3 stations accélérométriques qui sont des sismomètres moins performants, si vous voulez, mais qui ne télétransmettaient pas les données, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les données sur l'appareil pour pouvoir après les analyser. Donc on n'était pas du tout organisé pour faire du temps réel et pouvoir localiser, donner la magnitude des séismes dans les 15 minutes qui suivaient le séisme. Donc ça a été un peu, d'où le flou un petit peu au démarrage pour apporter des réponses aux questions que la population pouvait se poser, les autorités, par rapport à cette activité. Et donc voilà, donc il faut avoir quand même tout à fait conscience que les moyens dont on disposait à l'époque étaient largement insuffisants et largement en deçà de ce qu'il existe sur toutes les autres îles où il y a un volcan actif et où on a des observatoires en place. Et puis petit à petit, donc les données ont été améliorées au fil de l'eau, le réseau a été amélioré au fil de l'eau, tant par les instruments qui vont être mis en place que par les modèles qui vont être développés pour répondre à toutes les questions que se pose la population, que se posent les autorités par rapport à cette nouvelle activité. Et donc là, voici le réseau tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc on voit qu'il s'est largement densifié. Alors à terre, on a beaucoup plus de stations sismiques. On a donc toujours des stations IGN. On a une station de mesure des gaz qui se trouve ici sur Petite Terre et des stations magnétotelluriques 3 qui permettent elles de sonder, de faire comme des échographies du sous-sol et de permettre de voir à terme des modifications, l'évolution d'une éventuelle chambre magmatique, de sa modification de positionnement dans le temps. Et puis la mise en temps réel des stations, puis comme je vous l'ai dit, jusque-là, on avait les quelques stations qu'on avait, on n'avait pas des données en temps réel, et donc il fallait aller récupérer la donnée, et donc on ne pouvait pas savoir à la minute près qu'un séisme venait de se passer. Donc ça, c'est ce qu'on a à terre, et ce qui permet d'avoir un suivi donc, en temps réel. Dès lors qu'il y a un séisme, très rapidement, on peut le localiser et donner sa magnitude. Et puis on a toute une instrumentation en mer, qui a l'avantage d'être au plus près de l'activité, puisque là vous avez le volcan Fani Maoré puis la zone du fer à cheval dont j'ai parlé. Sauf que ces instruments ils sont posés au fond de la mer, ils fonctionnent sur batterie et de là où ils sont, ils ne peuvent pas nous envoyer des données. Donc on est obligé d'aller régulièrement récupérer ces instruments, récupérer les données qu'ils ont enregistrées, recharger les batteries et les remettre au fond de l'eau. Donc là, il y a plein de points, il n'y en a pas autant au fond de la mer en ce moment. Il y a 6 sismomètres de fond de mer, des capteurs de pression qui permettent de mesurer les déformations du sous-sol sous-marin avec beaucoup plus de précision que ce que l'on fait, ce que l'on a à terre, et des hydrophones qui permettent de mesurer aussi les bruits marins, qui peuvent donner des informations sur des mouvements de terrain sous-marins ou des coulées de lave, ce genre de choses. Et donc l'intérêt d'avoir quand même ce réseau sous-marin, même s'il ne transmet pas les données en temps réel, c'est que dès lors qu'on les récupère, on a une donnée qui est beaucoup plus fine que les données que l'on a à terre, parce que finalement ici on est déjà à 10 km, ici on est à 50 km, et quand on mesure
à partir d'instruments qui sont à 10 km de ce que l'on recherche. Alors 10 km en surface, parce qu'en plus, il y a les séismes, ils sont plutôt entre 25 et 30 km de profondeur. On n'est pas très précis dans la localisation des séismes. Or, comme on l'a vu dans le petit schéma tout à l'heure, on voit que les séismes suivent quand même l'évolution du cheminement du magma. Donc si on est en capacité d'identifier un déplacement des séismes, on pourra être en capacité de dire attention, là il y a peut-être un changement d'activité. Donc plus on est précis dans la localisation, plus on est pertinent dans l'alerte que l'on va donner. Donc de pouvoir avoir ces données-là, alors pour le moment on les a en différé, ça a vraiment une importance pour nous en termes de surveillance. Et puis on a aussi un petit appareil en plus qui est un peu en phase de test, qu'on appelle un glider, c'est un sous-marin autonome. Donc lui, il navigue alors plutôt dans la zone du fer à cheval. Et il a des capteurs miniaturisés qui permettent de mesurer des gaz, la température, de faire un peu d'acoustique et de voir où en sont les panaches. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on a une zone qui est finalement à chaque fois qu'on passe de plus en plus active en termes de dégazage. Et donc on a ce petit planeur qui sillonne la zone et qui nous envoie et qui remonte de temps en temps à la surface pour envoyer des données. Donc on a du semi-temps réel avec cet appareil. Voilà où on en est et voilà les données que l'on utilise un peu au fil de l'eau pour suivre cette activité. Bilan. Avant de faire le bilan complet de ce qui se passe ici, on va remonter un petit peu en arrière et on va regarder une petite vidéo pour bien se rappeler d'où vient Mayotte. Mayotte se situe dans la partie nord du canal du Mozambique. Son histoire est associée aux deux masses continentales que constituent Madagascar et l'Afrique. Si on découpe la Terre, on découvre une succession de couches solides et liquides affectées par des flux de chaleur et de matière qui s'expriment en surface par le déplacement des continents. Il y a 180 millions d'années, alors que les dinosaures peuplent la Terre, Madagascar se sépare de l'Afrique pour migrer vers le sud-est. En 100 millions d'années, Madagascar aura parcouru 1500 km. Sous plusieurs milliers de mètres d'eau, des déchirures de la croûte terrestre permettent aux laves de venir recouvrir le fond de l'océan. Au contact de l'eau, la lave se fige. Les coulées s'empilent peu à peu pour former des volcans sous-marins. Le volcan Maoré mesure déjà 3000 mètres de hauteur quand, il y a environ 10 millions d'années, les premières laves arrivent à la surface de l'eau. Le nouveau volcan s'élève pour atteindre plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Dès que l'arrivée des laves en surface cesse, les pluies viennent user les reliefs et tendent à les faire disparaître. Ainsi se construit Mayotte. Il y a environ 2 millions d'années, l'activité volcanique commence à décroître. Seule la partie nord de l'île reste active. La géométrie de l'île, telle qu'on la connaît aujourd'hui, commence à se dessiner avec la formation de la barrière de corail. Les derniers événements volcaniques aériens connus ont plus de 10 000 ans. Ils correspondent aux Msapéré, Digo et Petite Terre. Il faudra encore attendre 9000 ans avant l'arrivée des premiers hommes sur les terres mahoraises. En 2018, sur le flanc est de l'île, un nouveau petit volcan sous-marin s'est créé.
Voilà. Donc là, on est revenu très très en arrière. On a revu comment Mayotte s'est créée. C'est important de se rappeler que c'est une île volcanique qui s'insère dans un contexte régional. Et donc on avait connaissance de cette chaîne de volcans entre Fanny Mahorais et Petite Terre. Et des campagnes océanographiques qui ont été menées par la suite ont permis aussi de balayer les fonds sous-marins entre les autres îles des Comores et un peu au large de ces îles-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres coulées volcaniques, d'autres édifices volcaniques, un peu partout, autour des archipels, autour des îles, entre les îles, et qu'en fait, cette province volcanique que l'on a là, il y en a d'autres. Donc finalement, Fanny Mahorais, ça s'insère dans un contexte régional de toute la zone. En termes de sismicité, donc là c'est un extrait, une carte avec les séismes que l'on peut avoir environ sur un mois, parce que tout à l'heure on a vu un graphe qui mettait en évidence uniquement les séismes supérieurs à 3,5. Mais aujourd'hui, donc, on mesure toujours 10 séismes par jour. Donc, ce sont des petits séismes inférieurs à une magnitude de 3, donc on ne les ressent pas. Mais on en mesure une dizaine par jour, tous les jours. Et il se situe sur deux zones, deux essaims, parce qu'on est toujours sur ce fonctionnement-là. Un essaim que l'on dit proximal, parce qu'il est plus près de Mayotte, et un essaim dit distal, parce qu'il est plus loin. Avec celui-ci qui a plutôt la caractéristique de rassembler le plus grand nombre de séismes. La plupart des séismes que l'on mesure sont ici. Et souvent, les plus forts, ils se trouvent plutôt dans cet essaim-là. On est toujours sur des séismes qui se situent entre 25 et 50 km de profondeur. Et on est sur l'essaim proximal, on est vraiment au droit de la zone du fer à cheval. Je rappelle, la zone du fer à cheval, elle est ici. Et donc aujourd'hui, en date du fin février 2023, date du dernier bulletin que l'on a émis, on dénombrait plus de 2000 séismes de magnitude supérieure à 3,5 depuis le début de la crise. Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre de séismes. À noter également, toujours pour avoir cette approche de contexte régional, simplement sur l'année dernière, donc 2022, on a, en plus de ces essaims que l'on a dans cette zone-là, entre Petite Terre et Fanny Mahorais, on a dénombré 438 séismes qui sont dans toute la zone entre les Comores, le canal du Mozambique. Donc on a une vraie activité sismique à l'échelle de la région. Donc elle ne se limite pas à ce petit secteur-là, on a une activité sur toute la région. Au passage, j'en profite pour parler du site du RENAS. Donc c'est le site de suivi des séismes français, où on a un zoom d'ailleurs sur la première page sur Mayotte, et qui vous permet d'aller voir en temps réel les séismes que l'on a qui sont mesurés, détectés autour de l'île. Vous pouvez aller voir les enregistrements, et puis surtout aussi, donc là ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça fait bientôt 1 an qu'on n'a pas eu des témoignages sur des séismes ressentis, ou manifestement on est beaucoup à avoir ressenti un séisme, mais si ça arrive, vous pouvez témoigner comme quoi vous avez ressenti un séisme. Et à partir de 2 témoignages, le REVOSIMA produit un bulletin d'information sur ce séisme-là qui a été ressenti. Si on n'a pas 2 témoignages, on ne publie pas de bulletin spécial par rapport à l'ensemble des séismes que l'on mesure tous les jours. Donc, pour finaliser sur la connaissance que l'on a aujourd'hui,
J'ai pas trop parlé des différentes spécialités et disciplines qui se sont croisées, mais ça a été le cas pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Quand on a des campagnes océanographiques ou des campagnes à terre, on a des campagnes qui peuvent être sismiques, donc on envoie des ondes et on essaye d'avoir une espèce d'échographie du sous-sol. On peut draguer des roches. C'est d'ailleurs des exemples que je vous ai amenés là. Donc ça, c'est dans une des provinces éloignées de Mayotte. Et ça, c'est des roches qui ont 3 ans environ, qui ont été donc récupérées sur une des nouvelles coulées. Donc c'est des roches qui finalement sont toutes jeunes, de coulées de lave de Fani Maoré, enfin des alentours de Fani Maoré. Et donc l'analyse des roches, ça permet de comprendre à quelle profondeur elles se sont formées, si elles ont séjourné quelque temps à plus faible profondeur, et ça permet de comprendre un peu l'histoire du magma. On a aussi tout ce qui est géochimie, donc la composition des gaz, qui permettent de donner aussi des informations sur l'origine magmatique ou non de ces gaz. Et donc toutes ces disciplines qui ont travaillé ensemble et sont arrivées à des hypothèses sur ce qui est en train de se passer, sur la profondeur de la chambre magmatique, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs, en croisant les données, on arrive à fiabiliser des hypothèses sur ce qui se passe véritablement. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ce bloc diagramme. Donc, on a Mayotte, et puis on a cette chaîne de volcans sous-marins qui est ici dessinée. Donc là, ici on est en plan, et puis ici on est en coupe. On a notre essaim sismique proximal qui est au droit de cette zone du fer à cheval et qui se passe en profondeur. On a notre essaim sismique distal qui est ici sous l'eau, enfin sous la terre, et puis notre volcan Fani Maoré qui est là. On a notre poche magmatique, on en a parlé, donc il y a une première source de magma qui viendrait de très profond, puis une deuxième chambre ici, et puis probablement des roches, un mush volcanique dans cette zone-là. Et puis donc on a eu ce déplacement de l'île, le déplacement vers l'est, et puis cette incursion de magma qui n'a pas eu lieu à la verticale, mais qui a eu lieu plus à l'est pour former Fani Maoré. Ce qu'on retient aujourd'hui, on a aussi du dégazage qui a eu lieu ici quand Fani Maoré s'est créé. On a du dégazage à terre, peut-être que vous avez déjà vu ça sur la plage, notamment de l'aéroport. Il y a des bullages qui sont là de manière assez historique. Ça date d'avant 2018, ils sont repérés depuis très longtemps. On a aussi beaucoup de bullages au niveau du lac Ziani. Donc on a quand même une activité aussi de ce type-là à terre. Et puis donc dans cette zone du fer à cheval, où c'est là où on a vraiment un dégazage assez intense et de plus en plus intense à chaque fois que l'on y va. Et cette zone du fer à cheval, c'est surtout celle-là sur laquelle on attire vraiment notre attention et nos efforts de surveillance. Compte tenu de l'activité passée qui y a lieu, on a des structures variées qui témoignent d'une activité intense par le passé, avec des différents types d'éruptions. Et puis donc c'est là aussi, c'est au droit de cette zone qu'on a l'activité sismique et les dégazages, donc ça fait partie. C'est la zone que l'on surveille le plus et qui a la plus grande probabilité d'éruption future. Et donc les scénarios de risque, justement, on y vient. Tout ceci, donc on a une activité, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque ? On a évidemment un risque sismique, de séismes qui peuvent être de magnitude de modérée à forte, donc tel qu'on l'a déjà vécu ou un tout petit peu plus forte. On estime que ça pourrait monter jusqu'à 6 ou 6,5 de magnitude. A priori, ça n'irait pas plus loin dans la région, mais le risque sismique est présent. Un risque de déstabilisation des pentes sous-marines. Donc, comme on l'a vu dans le schéma et peut-être un petit peu dans la vidéo, Mayotte, c'est un gros volcan avec une partie émergée. On a des pentes qui sont très abruptes,
donc on le voit un petit peu ici hein, sur cette bathymétrie, donc rouge on est très haut et puis bleu on est très bas, et on sent là ici qu'on a des pentes très importantes, et ces pentes-là pourraient être déstabilisées, soit naturellement, soit à force, ou soit suite à un séisme, et provoquer un mouvement de terrain sous-marin. Mouvement de terrain sous-marin qui peut de fait aussi entraîner un risque de tsunami qui peut aussi être déclenché par un séisme de magnitude importante. On a des risques magmatiques également, donc une reprise de l'activité sous-marine, donc soit au niveau de Fani Maoret, soit au niveau du fer à cheval, soit plus à proximité des côtes ou à terre. Et puis un risque d'intensification des émissions gazeuses. Alors, on l'a dit, on a des émissions de gaz sur petite terre, on a des émissions de gaz au niveau du fer à cheval. Aujourd'hui, ça n'atteint pas la surface, mais on pourrait imaginer une intensification de ces dégazages et que ça ait un impact en termes d'usage ou d'acidification de l'eau, par exemple. Et puis, donc ça c'est une liste de risques, mais on a des fois des risques induits. Hein. Un séisme peut favoriser l'apparition de mouvements de terrain, ou un séisme peut peut être déjà impactant en soi, mais aussi déclencher un risque de tsunami. Donc on a ces risques-là, et puis les effets induits de ces risques, et ou combinés. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, par rapport à ces scénarios, c'est des hypothèses de travail. On est dans une zone où le contexte, vous l'avez compris, hein, vous avez vu au début, on avait quand même très peu d'instruments de mesure, on s'intéressait assez peu à ces sujets, donc on a un contexte qui était mal connu et un historique sur le volcanisme de la région dont on ne disposait pas. Et donc il reste tout de même une incertitude significative quant aux suites que peuvent prendre les éruptions, que ce soit en termes d'émissions, de durée, de localisation de points de sortie ou de l'activité en général en matière de géochimie, de sismicité ou de déformation. Néanmoins, donc le Revosima est présent sur l'île et continue à traiter toutes les données qui ont été acquises au cours des différentes campagnes et poursuit cet effort de surveillance pour justement toujours essayer de mieux comprendre et détecter d'éventuels changements d'activité qui pourraient suggérer un risque à terme. Merci Charlotte. Donc, pourquoi s'intéresser à ces phénomènes? Je pense que c'est assez clair pour l'ensemble d'entre vous. Ici, évidemment, ces phénomènes naturels façonnent le territoire de Mayotte et le façonneront probablement encore, l'ont façonné par le passé depuis longtemps. Et ils peuvent effectivement entraîner des risques pour la population. Alors peut-être en introduction, une des choses qui est importante de clarifier, c'est cette notion de risque, parce qu'on entend beaucoup parler de risque dans la bouche des scientifiques, dans la bouche des autorités aussi, mais c'est pas toujours très clair de qu'est-ce qu'on entend par risque, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on le mesure ce risque, qu'est-ce qu'on en sait. Et ici, on a fait appel à un dessinateur que vous connaissez, Philosophe, qui nous a fait un petit croquis pour nous aider à montrer ce que c'était que cette notion de risque. Vous voyez, vous avez un homme ici qui tend un casque à une dame et vous avez surtout ici une roussette qui fait tomber quelque chose. Donc on a plusieurs notions qui composent le risque. Il y a le phénomène dangereux lui-même. Ici, c'est la chute de cet objet. C'est ce qu'on appelle l'aléa. Et vous avez dû entendre parler dans les médias, notamment, de cette notion d'aléa. C'est le phénomène dangereux, c'est le séisme, par exemple. Et puis, vous avez différentes situations face à ce phénomène dangereux. Vous avez ici un cas où il y a une personne qui est dite exposée, c'est-à-dire qu'elle peut subir ce phénomène, elle est exposée à ce phénomène, mais elle porte un casque. Donc on suppose que cette personne, elle est moins vulnérable à ce phénomène, même si elle y est exposée.
et en regard de l'autre personne ici qui n'a pas de casque et qui est non seulement exposée à ce phénomène, mais en plus qui est vulnérable à ce phénomène dangereux parce qu'elle n'a pas son casque. Et le risque, c'est une notion complexe qui n'est pas seulement quelque chose que l'on peut mesurer à partir de la géochimie, de la pétrologie, de la sismologie, mais qui nécessite d'avoir un travail plus complet sur l'ensemble du territoire et de comprendre justement qu'est-ce qui est exposé à ces phénomènes et qu'est-ce qui est vulnérable à ces phénomènes. Donc il y a tout un travail des scientifiques qui dépasse la seule connaissance du phénomène naturel lui-même et qui va du côté du croisement entre ces phénomènes naturels et le territoire de Mayotte, sa population, les habitudes, les pratiques de cette population, la présence d'enjeux divers et variés qui peuvent être plus ou moins vulnérables à ces phénomènes. Donc là encore, c'est tout un travail scientifique par d'autres scientifiques pour essayer de mieux comprendre et mieux identifier ces risques. Et comme l'a rappelé Charlotte, c'est des choses sur lesquelles il y a peu d'historique, peu d'antécédents dans la région. Donc il y a un travail colossal à faire pour bien préciser justement et bien caractériser ces risques. Donc je pense que c'est toujours important de rappeler le chemin scientifique est à parcourir sur ces phénomènes et que malgré l'effort de nombreux scientifiques en métropole et ici à Mayotte, eh bien, il y a toujours beaucoup à faire pour pouvoir fournir une cartographie qui soit la plus précise et la plus utile possible pour le territoire. Donc pourquoi enseigner sur ces phénomènes? Donc c'est pour ouvrir la discussion avec vous. Évidemment, mieux connaître ces phénomènes, c'est extrêmement important parce que déjà, ça permet de mieux connaître l'histoire de son territoire, parce que ça permet de mieux comprendre ses risques et ses dangers et de quelle manière éventuellement s'en protéger. Ça permet de mieux se les représenter. Sur le territoire de Mayotte, ces phénomènes sont nouveaux en partie, mais sur d'autres territoires aussi. On travaille aussi beaucoup, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, même si on a l'impression parfois de connaître ces phénomènes, mais on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de choses à travailler du point de vue de la représentation qu'on en a. Donc c'est toujours un chemin à parcourir, cette représentation de ces phénomènes. Et puis, prendre conscience exactement de la réalité de ces phénomènes, ça permet de mieux se protéger parce qu'on comprend un petit peu mieux de quoi il s'agit et de mieux s'adapter aussi pour continuer à vivre sur ces territoires avec un volcan, avec des séismes. Ça permet aussi de diminuer la peur qui peut être parfois présente dans certains cas, plus simplement d'informer aussi les citoyens de demain. Et de mieux protéger certaines catégories de la population qui sont plus vulnérables que d'autres à ce type de phénomène, de par leur âge, de par leur situation sociale, de par tout un tas de facteurs sociaux qui peuvent rentrer en jeu dans la vulnérabilité des personnes. Et puis sur le long terme, enseigner, c'est aussi sensibiliser au travers des enfants, plus ou moins grands, l'ensemble de leur entourage, qui peuvent à leur tour être mieux informés sur ces phénomènes, d'où l'importance de passer aussi par l'enseignement pour parler de ces phénomènes. Donc enseigner, vous le savez, pour beaucoup qui êtes enseignants ici, mais c'est s'appuyer sur différentes choses, sur les compétences cognitives, s'adapter à l'âge des enfants, proposer aussi des expériences et des manipulations, proposer des supports simples pour illustrer de manière juste le raisonnement scientifique. Et ça, c'est particulièrement important de le dire, puisqu'aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur le Révosima sont souvent des hyper spécialistes et il y a tout un travail de vulgarisation, de traduction de cette connaissance qui n'est pas immédiatement utilisable dans les classes. Donc il y a un vrai enjeu de traduction de ces connaissances-là qui ne sont pas forcément accessibles à tout un chacun immédiatement. Il y a aussi l'importance de prendre en compte la mémoire locale des événements passés ou dans la région ou parfois dans les pays alentours, remobiliser les souvenirs, utiliser aussi donc des images d'événements antérieurs où ils ont eu lieu ailleurs, et puis s'appuyer sur l'intelligence émotionnelle de chacun pour apprendre par le jeu, parfois, en fonction des âges des enfants, et immerger aussi dans des situations types qui permettent d'adopter des réflexes et des bons comportements
comme c'est le cas par exemple dans le cadre des exercices. Donc autant de choses qui sont des pistes d'adaptation pédagogique finalement. Donc Louise va vous présenter des exemples qu'on a pu trouver d'adaptations qui sont faits dans d'autres pays dans le monde pour lancer la discussion. L'idée de ces exemples, en fait, c'est de servir vraiment de support à la discussion que nous aimerions avoir avec vous, notre audience. Et pour cela, on a sélectionné quelques zones qui sont soumises à des aléas sismiques, volcaniques, tsunamis. On pourrait en choisir bien d'autres, mais nous avons sélectionné celle-là. Donc l'Islande et l'Italie ainsi que la Nouvelle-Zélande qui ont à la fois beaucoup de volcans, également une activité sismique importante et qui sont exposés à des risques de tsunami. Et également le Portugal et l'Australie qui, eux, sont sujets à des risques sismiques et de tsunami. Donc le premier exemple que nous allons aborder ici a lieu en Nouvelle-Zélande. Cette slide permet en fait d'illustrer un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour faire appel aux compétences cognitives des élèves. Donc le premier exemple en Nouvelle-Zélande a été organisé dans des classes de collège et de lycée. Il s'agissait en fait de faire reprendre la démarche scientifique aux élèves. Donc on leur a fourni un certain nombre de matériaux. Ils se sont mis en groupe, ils ont choisi les matériaux qu'ils souhaitaient utiliser et ont essayé de les tester pour voir lesquels étaient les plus pertinents pour protéger un littoral contre une grosse vague, contre un tsunami par exemple. Et donc ce que vous voyez dans les bacs, ce sont les maquettes qui ont été réalisées par les groupes d'élèves. Chaque bac a été réalisé par un groupe qui a testé différentes dispositions et différents matériaux pour protéger leur littoral symbolisé par des petites constructions en sable. Et donc ce qui est fait sur la deuxième vignette justement, c'est le test final qui a été fait par les enseignants de produire une vague et de voir comment le matériel résistait. Donc ça peut être un exemple. Un autre exemple à l'école primaire, cette fois, avec une petite manipulation toute simple. Cette manipulation, c'est une espèce de sismomètre, enfin pas tout à fait, on pourrait appeler plutôt ça un sismoscope, qui s'inspire en fait d'une réalisation qui a été faite en 130 après Jésus-Christ, donc il y a très longtemps par un scientifique, on pourrait peut-être l'appeler comme cela, chinois, qui permet en fait justement d'identifier la direction d'un séisme. Donc vous voyez la chaussure sert en fait à produire une vibration et la boule qui se trouve en équilibre va systématiquement tomber du côté de la vibration, ce qui permet donc d'identifier la direction de ce séisme, sans pour autant pouvoir caractériser son intensité ou sa localisation précise. Mais c'est un type de petite manipulation qui peut facilement se mettre en place avec des élèves de primaire, très jeunes, voire de maternelle. Pour illustrer un petit peu l'aspect remobilisation de la mémoire des phénomènes passés, nous avons l'exemple de ces deux films. Donc l'un a été réalisé en Islande, dans une ville au sud-ouest de l'Islande, et un autre en Italie, donc deux régions qui sont à la fois soumises à l'aléa volcanique et sismique, dans lesquelles donc on va exprimer des témoignages de personnes qui ont vécu des séismes. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des personnes âgées qui peuvent être les grands-parents des personnes qui sont des élèves qui sont visés par ce film. Il y a des images également d'archives qui sont fournies et également des images des réseaux scientifiques, comme ici par exemple, qui sont mis en place pour surveiller les phénomènes en cours. Donc là, vous avez la salle de surveillance de l'Institut de volcanologie et de géophysique de Naples, qui surveille justement la région des champs flégréens, qui sont une région volcaniquement active. D'autres exemples, du coup, qui illustrent un petit peu plus la mobilisation de l'intelligence émotionnelle des enfants. Donc ici, on sort un peu du cadre scolaire. C'est un musée qui est donc dans cette même ville en Islande, dans lequel il y a beaucoup de sorties scolaires qui sont organisées et qui présentent un simulateur de séisme. Donc cette petite maison que vous voyez là, en fait, elle est disposée sur une plateforme qui tremble et qui simule le séisme un séisme de magnitude 6.3, c'est-à-dire la même magnitude qui a frappé la ville en 2018. Et donc les enfants peuvent rentrer dans la petite maison, les adultes également, elle est suffisamment grande, et expérimenter ce séisme en toute sécurité. Il y a également des remises en scène en fait, des dégâts qui ont été provoqués par le séisme dans des scènes qui sont extrêmement familières, donc des cuisines, des salons typiques de la région, pour montrer un petit peu l'impact qu'un séisme peut avoir et préparer les enfants à peut-être en revivre à nouveau. Un dernier exemple qui est également intéressant ici, c'est celui des jeux sérieux.
dont on entend beaucoup parler en ce moment, ça commence à devenir à la mode. Et celui-ci a été élaboré en Portugal. C'est un jeu sérieux numérique pour des enfants de primaire, mais il peut également être joué dans la réalité. Il est disponible en ligne en version française, portugaise, anglaise, si vous voulez y jeter un œil. Et donc il s'agit en fait pour l'élève de s'identifier à un personnage et de parcourir tout un état d'étapes pour arriver ensuite en sécurité. Donc on lui fait d'abord produire une trousse de secours. On lui permet de choisir entre différents objets qui sont plus ou moins indispensables à sa survie. La PlayStation, par exemple, n'est pas un bon choix. Et ensuite, il y a une étape du séisme lui-même, donc il se retrouve dans la maison. Il doit déplacer son personnage pour le mettre en sécurité, pour le faire sortir quand le temps est suffisamment... entre les répliques en fait, pour essayer de le faire sortir du bâtiment, lui faire adopter des comportements. Donc il y a un certain nombre de choses à faire avant que l'avatar puisse sortir de la maison. Il faut couper l'électricité, il faut couper le gaz pour pas être intoxiqué, pour pas se faire électrocuter, il faut récupérer la trousse de secours, etc. Et la dernière étape du jeu, du coup, c'est en cas d'alerte tsunami, il a tout un trajet à retrouver, le trajet le plus sécurisé possible, pour arriver jusqu'à être pris en charge par les secours qui ne manqueront pas d'être mobilisés à un moment donné. Voilà, donc ce sont quelques exemples qui peuvent tout à fait être mis en place dans un cadre scolaire au sein des classes même ou lors de visites scolaires, d'interventions, etc. Dans le programme scolaire national en France, il y a effectivement plusieurs chapitres qui abordent ces sujets, que ce soit en cycle 3, donc à la fin de l'école primaire, en cycle 4 également, donc dans les classes de 5e, 3e, 4e, mais également au lycée, notamment pour les spécialités scientifiques en première et en terminale. Mais ce sont aussi des initiatives qui peuvent être mises en place grâce à la collaboration, comme vous avez sans doute pu vous en rendre compte avec les exemples que je vous ai présentés précédemment, à la collaboration entre les établissements scolaires, des institutions scientifiques. Donc ici, il y a notamment le Révosima, les pouvoirs publics et les médias. Et nous voulions aussi conclure cette présentation en vous donnant quelques références sur lesquelles on peut s'instruire sur le sujet. Donc, pour s'informer sur l'activité sismique et volcanique à Mayotte actuelle, il y a notamment la page Facebook du Révosima, sur laquelle est publié les bulletins de l'Institut et notamment un bulletin simplifié qui est publié chaque mois en français, en shimaori et en shibushi, qui reprend l'activité sismique et le déplacement de l'île du mois précédent et aborde à chaque mois une nouvelle question, présente un instrument par exemple, une méthode scientifique que nous utilisons pour surveiller cette activité. Il y a également un nouveau format qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui vise donc à interviewer un des scientifiques du réseau pour présenter un article, une étude ou une campagne qui a été réalisée sur le sujet et ses principaux résultats, les principales méthodes utilisées. Nous avons également bien sûr les sites web des institutions partenaires, donc l'Institut de physique du globe de Paris qui a une page qui est dédiée au Révosima, le BRGM bien sûr, l'IFREMER également, le RENAS, et il y a tout un travail qui a également été fait sur la question du tsunami par une équipe de recherche de Montpellier et qui est disponible donc sur la page du projet ELACSU que je vous ai mis ici. Vous pouvez également vous informer plus largement sur les phénomènes sismiques et volcaniques via des sites web d'instituts qui sont habilités à étudier ces phénomènes. Donc je pense par exemple à l'USGS aux États-Unis, il y en a beaucoup qui se sont rendus sur son site web au tout début de la crise sismique pour pouvoir avoir de l'information, mais également à l'Institut sismologique de Méditerranée. Je vais respirer. Il y a également d'autres sources d'informations qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de vulgarisateurs scientifiques qui se sont emparés de ces sujets sur YouTube, par exemple. Donc je pense à Madame Bello. Il y a aussi des ouvrages à destination notamment des étudiants en enseignement, comme celui que je vous présente ici. Et enfin, un dernier sujet sur lequel il peut être intéressant de s'intéresser, c'est tous les supports pédagogiques qui concernent ces phénomènes qui existent déjà en France ou dans d'autres pays. Et l'idée ici, c'est d'ouvrir cette discussion sur ce qu'on pourrait utiliser et mettre en place ici à Mayotte sur cette activité sismique et volcanique en particulier.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc vous rappelle aussi de ne pas oublier de signaler les séismes si vous en ressentez, parce que ça nous aide beaucoup. Et merci pour votre attention.